Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec au sommaire aujourd'hui notre invité Stéphane Debitch, directeur de Léo Lagrange Animation. La Fédération de l'éducation populaire s'est associée à la Fondation Olympique Lyonnais pour former les familles aux économies d'énergie. On fera un bilan juste après ces titres. Dans notre débat, on se demandera comment former les acteurs de l'économie de demain. The Shift Project propose 7 jours de formation obligatoire. On verra ce qu'en pensent les élèves de grandes écoles. Et puis Smart Ideas, notre coup de projecteur quotidien sur les startups. Vous découvrirez Conjac Paris qui propose des compléments alimentaires éco-responsables et fabriqués en France. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, donc c'est Stéphane Debitch. Je vais prononcer votre nom beaucoup plus précisément, le directeur de Léo Lagrange Animation. Peut-être qu'il faut présenter cette fédération d'éducation populaire qui existe depuis 1950. C'est ça. C'est quoi les domaines d'intervention de Léo Lagrange aujourd'hui ? Bonjour. Alors la fédération de Lagrange se revendique d'une double filiation. L'éducation populaire, vous l'avez dit, donc c'est l'ambition de former des citoyens, et puis l'économie sociale et solidaire. Donc une gouvernance démocratique et puis un objectif non lucratif. Depuis 70 ans, nous sommes des partenaires des politiques publiques, et voire même nous les impulsons. Dans les domaines de l'action sociale, nous gérons des dispositifs périscolaires, extrascolaires, centres sociaux, maisons de quartier. On est organisé autour de 3 grandes filières. La petite enfance, aujourd'hui je crois qu'on gère à peu près 3000 berceaux sur le territoire national. 3000 berceaux 3000 berceaux. 3000, ça veut dire quoi concrètement, gérer 3000 berceaux ? Dans une crèche, on accueille des enfants, et un enfant égale un berceau. D'accord. Donc ce sont des crèches Léo Lagrange. Ce sont des crèches Léo Lagrange qui nous sont confiées en délégation de service public par des collectivités ou que nous gérons nous directement en initiative associative. Donc ça, c'est la première filière qui est la plus récente de Léo Lagrange, depuis une vingtaine d'années. Et puis, on a 2 autres filières, la filière formation, où là, on est plutôt sur la formation initiale, compétences clés, formation autour du sanitaire et social. Et puis, le gros morceau historique, cœur de métier, c'est l'animation. Donc là, on va retrouver périscolaires, centres sociaux, maisons de quartier, et puis le développement d'actions citoyennes comme le dispositif carbone scolaire. Alors, on va en parler du dispositif carbone scolaire en détail et de vos partenaires dans ce dispositif. Peut-être encore un mot sur, quand vous dites acteur de l'économie sociale et solidaire, pourquoi c'est important ? Vous n'êtes pas à but lucratif, il faut dire les choses très clairement, quoi. Non, on est une association, on revendique fièrement et clairement ce statut. À but non lucratif, donc on génère une activité économique importante, puisqu'aujourd'hui, la Fédération de Lagrange, c'est à peu près 6600 salariés, avec des pointes à 10 000 pendant la période d'été. Oui, 6600 salariés, 55 000 adhérents, 900 000 usagers, j'ai les bons chiffres. C'est ça, vous avez les bons chiffres. C'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc à but non lucratif, c'est que l'ensemble des bénéfices qui sont générés par l'association sont réinjectés dans le projet associatif. Est-ce que ça vous donne aussi la possibilité d'aller dans des secteurs, dans des domaines où finalement des entreprises n'iraient pas ? Alors je ne sais pas si c'est des domaines où les entreprises ne vont pas. En tout cas, ça nous permet d'être assez agile et en tout cas de travailler sur l'innovation sociale. Nos implantations, les différentes implantations territoriales nous permettent d'être au plus près du besoin des habitants, des usagers, et on est assez réactif pour pouvoir innover et être au rendez-vous de toutes les attentes de nos usagers. Vous dites, vous jouez un rôle de vigie sociale, ça veut dire quoi ça ? On s'occupe des plus fragiles, soit des bébés, souvent des dispositifs autour des jeunes en insertion. Donc on est assez proche des réalités que vivent les usagers, les habitants, les citoyens aujourd'hui. Donc peut-être avec un petit train d'avance, on perçoit les enjeux de la société. On a été frappé de plein fouet par la crise Covid. On a mis en œuvre très rapidement des dispositifs dématérialisés, mais aussi de l'aide pour les familles. Donc vigie sociale dans le sens où on est en alerte et en capacité de réagir assez rapidement aux problèmes de société. Le Parisien aujourd'hui en France faisait lundi matin sa une sur les bons chiffres, l'économie qui redémarre et des perspectives optimistes. Est-ce que vous, justement, avec cette position, ce rôle de vigie sociale, vous ressentez ça aussi ? Ou est-ce que vous êtes peut-être un peu moins optimiste ?
On est confronté à des réalités qui sont terribles. Pendant la crise, on a vu des familles effectivement aller à l'épicerie sociale alors qu'ils ne la fréquentaient pas jusqu'à présent. En même temps, on constate dans les quartiers un fort pouvoir de résilience, une capacité à s'adapter assez rapidement. Nos publics, en particulier, sont très vite adaptés aux protocoles, aux différents protocoles, puisque depuis un an, on doit être au 5e ou 6e protocole. Donc oui, je pense qu'il y a matière à être positif et optimiste sur l'avenir de la société. Alors, effectivement, ce programme Carbone scolaire, c'est la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui dans Smart Impact. Il a été lancé quand et c'est quoi l'idée principale de ce programme ? Alors, il a pas tout à fait un an, puisqu'il il a été lancé officiellement en octobre 2000 avec une phase de test qui est mal tombée puisqu'elle a commencé en mars 2020. Donc, la phase de test s'est vite arrêtée. Et c'est le fruit d'un partenariat entre la COPEFA, qui est une coopérative québécoise, qui depuis 10 ans expérimente des dispositifs d'éducation à l'environnement auprès des enfants. Et un partenariat avec la Fédération Le Lagrange. L'idée est simple, il s'agit d'informer, d'agir et de proposer de s'engager sur les thématiques de la protection de l'environnement et la prise de conscience qu'il faut protéger notre planète. Alors ça, c'est dans les grandes, la grande. Ça, c'est les grands principes. Ensuite, concrètement, ça passe par de la formation, par exemple, de l'information. Alors concrètement, notre public cible, ce sont des enfants d'âge primaire. On va intervenir dans des écoles, plutôt des CM1, CM2, donc cycle 2, à raison d'un cycle de 5 heures, 5 fois 2 heures. 5 fois 2 heures. Ensuite, les enfants, alors sur ces 5 fois 2 heures, on va aborder des grandes thématiques, consommation, énergie, gestion des déchets. Et ensuite, les enfants sont invités avec leur famille à relever des défis, à proposer des défis très simples. Par exemple, on ne va plus aller à l'école en voiture, on va marcher, on va acheter des céréales en vrac, plein de petites initiatives que nous allons les inviter à inscrire sur une plateforme web. Et ces défis vont être ensuite quantifiés. Et on va estimer les gaz à effet de serre évités grâce à ces petites actions. Ouais, alors si on fait un premier bilan, ça fera un an, dans un mois à peu près. Vous avez évité ou économisé combien de production, de consommation de gaz à effet de serre ? Alors on a évité à peu près 1500 tonnes de gaz à effet de serre. Ouais. On a touché une centaine de classes, 2000 élèves qui ont généré 4600 à peu près initiatives, défis. Donc ça marche plutôt très bien. Et surtout, les enfants sont les promoteurs au sein de leur famille de cette dynamique. Oui, c'est ça qui est drôle, moi je trouve, dans votre initiative. C'est que, donc là on est vraiment sur des jeunes enfants qui vont quoi ? Qui vont aiguillonner leurs parents en rentrant à la maison le soir ? Ils deviennent des prescripteurs. Ouais. Papa, maman, on a vu ça aujourd'hui, il faut absolument trier les déchets, il faut mettre des économiseurs sur les robinets d'eau. Et donc c'est des toutes petites initiatives, mais cumulées, on est dans la métaphore de Pierre Rabhi, c'est la métaphore du colibri. Toutes les petites initiatives contribuent à protéger la planète et les enfants sont les meilleurs ambassadeurs. C'est pour ça que c'est un beau programme, parce qu'il fait pari de l'avenir. Et il est non culpabilisant, puisqu'on engage à l'action et on ne vient pas donner des leçons de morale sur la protection de l'environnement. Alors, je citais en titre la fondation OL, la fondation de l'Olympique Lyonnais, ça c'est ma fibre footballistique qui parle, mais il y a d'autres partenaires, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs partenaires. Donc le programme, on l'a démarré grâce à quelques fondations et entreprises dans une dynamique de mécénat. Donc la fondation OL a été une des premières à nous suivre. Elle voit l'intérêt de ce dispositif qui est innovant sur la responsabilité sociale. Mais on a aussi la Fondation Air France, la Fondation EDF, et puis des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Notre mutuelle, Grâce à Voix, des fournisseurs de repas, par exemple, ont contribué. On a levé à peu près 250 000 euros sur la première année qui nous ont permis de développer cette centaine d'interventions dans les écoles. Ça va monter en puissance ? C'est vraiment l'objectif. Nos amis québécois ont mis 3-4 ans pour rentrer en rythme de croisière et puis développer le dispositif. Nous, on a une échelle importante, puisqu'il y a une classe d'âge, c'est à peu près 800 000 élèves. Donc, on va essayer d'être modeste, mais on va viser
de doubler en tout cas les effectifs dans les 2 années qui viennent, donc de toucher à peu près 400 classes et surtout s'installer dans une quinzaine d'académies en France. Donc ça veut dire que vous faites ça en partenariat avec l'Éducation nationale. Est-ce que ce ne serait pas à l'Éducation nationale d'être à l'initiative de ce genre de projet ? On est complémentaire de l'Éducation nationale. C'est même une définition de notre agrément avec l'Éducation nationale, association complémentaire de l'Éducation nationale. C'est inscrit au programme et on vient apporter une autre façon, un regard un petit peu différent. On prend du 180 pour aborder cette question avec les enfants. Donc je pense que non, pas du tout. On vient compléter les enseignements de l'école et je pense que les enseignants ils voient en plus un intérêt de rendre pratique leur enseignement en classe. Merci beaucoup, merci Stéphane Debitch d'être venu présenter ce programme carbone scolaire avec plusieurs fondations d'entreprises. Vous les avez citées. On va continuer de parler formation, mais alors avec des intervenants ou des élèves beaucoup plus âgés, puisqu'il s'agit de former, notamment dans les écoles de commerce, les acteurs de l'économie de demain et de les former à la transition écologique. Voilà, et pour répondre à cette question, comment former les acteurs de l'économie de demain, je vous propose de revoir ce débat du 7 juillet dernier. Former les élites et les futurs dirigeants à la transition écologique, c'est une demande des futurs élèves, par exemple de la nouvelle école de haute fonction publique qui remplace l'ENA. C'est aussi une proposition de Shift Project. On en débat tout de suite avec Dimitri Carbonel, bonjour. Bonjour. Qui fait justement partie de ce think tank qui a été créé par Jean-Marc Jancovici. Et puis j'accueille également Carole Meffre, bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes représentante du collectif étudiant pour un réveil écologique. 7 jours de formation obligatoire. Pour qui, Dimitri Carbonel ? Parce que je disais les élites, je mets des guillemets, mais c'est pour qui en fait ? En fait, ça concerne, grosso modo, la formation concerne tout le monde. Effectivement, on va parler de l'étudiant, mais je t'en laisserai parler après. Mais ce qui est essentiel, c'est que ça soit aussi bien pour des formations politiques ou des personnes dans le domaine politique, que ça soit pour des dirigeants. Pourquoi ? Parce que ça permet de prioriser un certain nombre d'idées, de se dire... Par exemple, l'environnement, en fait, c'est beaucoup plus important que ce que je croyais. Et je vais prendre un exemple concret dans le domaine de politique. Entre 2014 et 2021, il y a une réduction d'environ de 3000 emplois parmi les organisations publiques comme Météo France, CEREMA, l'ONF, donc l'Office national des forêts. Eh bien, il est clair que si, par exemple, les personnes qui ont pris cette décision avaient été formées, ils auraient peut-être changé d'arbitrage. Et donc, on voit que la formation et comprendre les enjeux, surtout maintenant, il y a pas mal d'enjeux, c'est un point qui est essentiel. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, Carole Meffre, par exemple, sur la loi climat et résilience ? On peut se poser la question de la formation des parlementaires. Est-ce que vous avez senti dans les débats qu'il y avait un décalage entre les débats parlementaires et peut-être ceux qu'il y avait eu dans la Convention citoyenne, où les citoyens avaient été formés par des experts pendant plusieurs semaines avant de se pencher sur les questions complètement. C'est vrai que les membres de la Convention citoyenne pour le climat, ils ont été formés pendant plusieurs semaines. Et ce qu'on constate, en fait, en tant qu'étudiants, c'est que l'ensemble de nos formations ne nous permettent pas d'être à la fois informés des enjeux écologiques, donc vraiment tout simplement informés, on est obligé de le faire sur Internet par des recherches personnelles, mais aussi formés aux enjeux de transition dans les métiers qu'on sera amené à exercer par la suite. Et c'est un constat qu'on a vu par exemple en réalisant un grand baromètre. Donc c'était un questionnaire qu'on a envoyé à de nombreux établissements d'enseignement supérieur, des grandes écoles, des universités. Et parmi les réponses qu'on a obtenues, on a vu que 85% de ces établissements n'ont pas de formation aux enjeux écologiques sur, on va dire, 50 formations. C'est-à-dire que dans toutes ces écoles-là, l'ensemble des étudiants peuvent passer 5 ans d'études sans jamais avoir entendu parler d'écologie, ce qui est assez aberrant. Et encore, c'est des établissements qui ont accepté de répondre à notre questionnaire. Donc le panel concerne déjà des établissements qui sont en quelque sorte déjà sensibilisés. Ouais. Ce baromètre, il date de quand ? Alors, il a été publié à la rentrée dernière, en 2020. Est-ce que ça bouge un peu depuis ? On a vu que ça bougeait. En fait, ce qu'on demande avant tout, c'est qu'il n'y ait pas, en quelque sorte, des formations à la marge. On connaît par exemple la fresque pour le climat, qui est vraiment très bien pour avoir un état des lieux des causes et des conséquences du réchauffement climatique. Mais par exemple, en tant qu'étudiant en début d'année, on peut être formé à ça. Mais ensuite, on peut avoir un semestre entier de cours sur l'économie, sur la finance, sans aucun chapitre sur les limites planétaires, sur les limites physiques de tel ou tel modèle économique. Et cette dissonance-là, ce décalage-là qu'on observe. Et également, on voit qu'il y a de plus en plus de masters spécialisés, de formations spécialisées qui sont ajoutés dans des cursus. Mais c'est très souvent des étudiants qui sont déjà sensibilisés, qui vont
choisir ces formations-là. Et donc, il n'y a pas forcément de socle commun de cours fondamental en première année d'études. Alors, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est Dimitri Carbonel, c'est cette question-là de la transversalité, finalement. Vous nous dites qu'on peut faire 5 ans d'études sans en entendre parler une seule minute, alors qu'au contraire, il faudrait que ce soit un petit peu partout, c'est ça, Dimitri Carbonel? On va reprendre l'exemple, par exemple, d'un étudiant en école de commerce, mais même pour toute une entreprise. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont manquer, par exemple, de bois, ou par exemple, il peut potentiellement y avoir une coupure d'électricité, ou une électricité qui est multipliée par 3. Eh bien, on n'enseigne pas encore aux étudiants, et aussi, on ne forme pas non plus dans les entreprises. On se dit, qu'est-ce qu'on fait s'il se passe ça? Comment est-ce qu'on diversifie nos risques? Comment est-ce qu'on réduit les impacts de ça? Et aujourd'hui, la formation, c'est, grosso modo, toutes les différentes étapes se passent de manière parfaite, ce qu'on appelle un peu par exemple, tout est parfait. Il n'y a pas de problématique en amont ou en aval ou de problématique. Alors que là, on crée une perturbation avec le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, et donc il faut l'intégrer directement dans la stratégie, que ce soit des collectivités ou des entreprises. Mais quand vous dites 7 jours de formation, ça semble ridicule, pardon, mais il faut bien commencer par quelque chose, mais on se dit ça ne suffit pas. Non, je pense qu'effectivement, d'un côté, c'est un premier socle, effectivement, qui permet au moins de voir... C'est une sensibilisation. C'est un premier niveau de sensibilisation. Et ensuite, après, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est à partir du moment où on a cette sensibilisation, ensuite, on va dire, tiens, ça c'est intéressant parce que ça me touche moi, ou ça touche mon entreprise, ou ma collectivité, et donc on va commencer à agir concrètement. Et là aussi, en termes de formation, il y a deux choses. Il y a une formation qui est plus générale, mais après, la question, c'est en quoi ça change ma manière de faire ou ma stratégie. Alors, je le disais en préambule, il y a cette tribune qui a été publiée par Le Monde dans laquelle 138 élèves issus de 11 écoles de la haute fonction publique demandent à être formés à la transition écologique. Carole Meffre, alors là, on est c'est ce qui va remplacer l'ENA, donc on est dans la future haute fonction publique. Ça vient de l'intérieur, ça vient des étudiants. Est-ce que c'est pas un peu désolant? Bon, c'est bien, mais est-ce que c'est pas un peu désolant que ça vienne pas du ministère, de l'enseignement supérieur, ou des directeurs d'établissements plutôt que des élèves eux-mêmes? Complètement. Alors, c'est vrai qu'il y a l'actualité présente de la réforme de la haute fonction publique qui a été annoncée par Emmanuel Macron en avril dernier. Et donc, suite à l'annonce de cette réforme, il y a un ensemble d'élèves de toutes ces écoles-là qui s'est constitué. Et ce qu'on constate, c'est que dans toutes ces formations-là, qui sont des formations après 5 années d'études, très souvent, c'est des formations professionnalisantes, ce qu'on remarque, c'est que ces élèves fonctionnaires-là, ils ne sont pas préparés à faire face aux enjeux climatiques, même d'adaptation, c'est-à-dire que, par exemple, des risques d'inondation, de canicules, les agents publics doivent être formés à répondre à ces enjeux-là. Par exemple, le niveau des nappes phréatiques, des choses comme ça, d'aménagement du territoire qui sont très concrètes. Les élèves à la fois de l'ENA, mais aussi de l'école des hautes études en santé publique, des corps des ponts, des eaux et des forêts, ils manquent de manière cruciale de ces formations-là et même de contenu très, très professionnalisant. C'est ça aussi l'enjeu. Et donc, ils se sont rassemblés pour publier cette tribune et ils demandent avant tout que ça soit intégré de manière obligatoire, transversale à toutes ces écoles-là. On y revient à cette transversalité. Est-ce que Dimitri Carbonel, ce ne sont pas finalement les directeurs des universités ou des grandes écoles qu'il faudrait former eux aussi? Oui, après les étudiants sont un formidable aiguillon, ainsi que sans doute les entreprises. Et souvent il y a un temps de retard, c'est comme par exemple pour les parlementaires, il y a un temps de retard entre l'opinion publique et les parlementaires, le temps d'intégrer. Oui, effectivement, ils ont besoin d'être formés comme un certain nombre de dirigeants. Encore une fois, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent aussi leur propre intérêt à agir sur le sujet. C'est pas uniquement, tiens, on parle du climat, c'est pour votre université. Oui, c'est très concret. Voilà les conséquences que ça aura. Oui. Et juste pour reprendre un exemple, que ce soit pour l'étudiant ou pour l'entreprise, si elle sait qu'il y a 50%, et il y a une étude qui a été faite pour les entreprises, 50% des étudiants qui ne vont pas venir parce que vous n'avez pas des valeurs ou une stratégie environnementale, c'est 50% du vivier que vous perdez. C'est la même chose pour les universités. Si les universités se disent, grosso modo, une grosse partie de mes étudiants ne vont pas venir chez moi parce que je n'ai pas ça, là tout de suite, ça va les faire réfléchir. Et ils vont au moins pour cette raison-là, commencer à développer des cursus. Oui, il y a un indicateur finalement de ce que vous venez de dire, c'est ce qui se passe aussi à Polytechnique, ce refus par plusieurs dizaines d'élèves de Polytechnique de l'installation d'un centre de recherche et d'innovation du groupe Total sur le plateau de Saclay. Alors c'est pas tout à fait sur le campus, c'est juste à côté. Enfin bref, il y a eu une négociation sur l'emplacement. Peut-être d'un mot, pourquoi ils refusent ce projet, Carole Meffre? C'est quoi? C'est la contradiction? C'est le fait c'est Total qui agit comme un drapeau rouge? C'est quoi
Alors, cette implantation, c'est avant tout celle d'un centre de recherche. Il y aura des salariés Total qui vont venir exercer leur activité juste à côté. En quelque sorte, c'est pour avoir une sorte d'indépendance de la recherche. En premier lieu, c'est aussi parce que les étudiants veulent choisir sans avoir des influences extérieures leur métier à venir. Et c'est nous, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, avec le manifeste étudiant pour un rêve écologique, il y a 32 000 signataires de 400 établissements d'enseignement supérieur différents qui font ce constat du manque d'adéquation entre leurs convictions personnelles et le métier qu'ils seront amenés à exercer. Il y a évidemment parmi ces signataires des étudiants de l'école polytechnique. Et ce qu'on cherche avant tout, nous, c'est à faire en quelque sorte une prise en main de notre avenir, à ne pas attendre justement les directeurs d'établissement qui parfois mettent un peu de temps à mettre en place de nouveaux contenus pédagogiques. On a par exemple mis en ligne une plateforme d'outils qui aide les étudiants à se mobiliser dans leur établissement pour avoir de nouveaux contenus pédagogiques. On essaye aussi d'en définir, par exemple avec le C3D, qui est le Collège des directeurs de développement durable. Bien sûr, on reçoit souvent les membres du C3D ici. Oui. Exactement. Donc il y a une collaboration avec les entreprises aussi, parce que je reviens à Total ou d'autres entreprises voilà, de l'économie d'avant, allez, je vais dire ça comme ça, même si ça choquera certains. Il faut peut-être au contraire rentrer dans ces boîtes pour les faire évoluer, quand on est étudiant. D'abord Carole, et puis ensuite Dimitri. Pardon, désolé. Alors, c'est le point de vue de certains étudiants, effectivement. Et justement, nous, ce qu'on a fait il y a quelques mois, on travaille également avec des collectifs de salariés qui sont engagés dans certaines de ces entreprises et qui aident en interne à peser sur les décisions et à faire en sorte de mettre l'environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre au cœur de la stratégie de l'entreprise. On a aidé à la constitution de 27 collectifs, si je ne me trompe pas, d'entreprises de construction, de BTP, d'automobile, de tous ces secteurs qui sont cruciaux pour la transition écologique. Donc nous, en tant que jeunes diplômés, on n'a pas forcément envie du tout de s'engager parce qu'on voit qu'il y a une sorte de schizophrénie. Si jamais, par exemple, on achète des produits locaux et qu'à côté, on passe 5 jours par semaine à exercer une activité professionnelle qui contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est pas quelque chose qui nous semble désirable. Après, évidemment, tous les salariés qui sont déjà engagés dans des collectifs, ils ont un impact, ils peuvent peser. Allez, sur cette question, la conclusion, en fait, une minute. Effectivement, pour reprendre, il y a ce que tu disais, vraiment un collectif. D'ailleurs, il y a une association, ça s'appelle Le Collectif, qui réunit effectivement ces 27 organisations. Donc, ça signifie que chaque salarié peut déjà, dans son entreprise, agir, commencer à avoir un impact au niveau de son entreprise. Et après, en étant avec d'autres entreprises, on voit quels sont les moyens, les contre-argumentations, ou comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses, et vraiment faire avancer ça de l'intérieur. Parce qu'il y a plein de manières de s'engager. Et salariés, c'est au niveau des collectivités ou d'autres manières. Donc, c'en est une ici. Oui, on peut parler d'entrisme, en quelque sorte. Oui, mais c'est une bonne entrisme dans le bon sens, quoi. Voilà. Dans le bon sens du terme. Merci beaucoup. Faut quand même Bonne conclusion, très vite. Être vigilant, puisque très souvent, ce type de transformation-là, c'est ajouter des ruches sur le toit de l'entreprise, voilà, avoir des touillettes en carton. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est faire en sorte que les entreprises mettent vraiment l'environnement au cœur de leur stratégie. Ouais, l'économique, en fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Voilà pour ce débat sur la formation des élites à la transition écologique. On passe à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec aujourd'hui Kaina Mounier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice, la présidente de Konjac Paris. Vous l'avez créé quand et c'était quoi l'idée de départ? Alors, Konjac Paris est né de la rencontre de mon cofondateur et moi-même avec la plante de Konjac, qui est une plante asiatique, découverte fin de l'année 2019 à la suite de problèmes de santé. En fait, j'ai découvert que cette plante avait des propriétés extraordinaires et on s'est rejoint sur l'idée qu'il fallait absolument développer quelque chose autour de ça. Et il y avait plein de choses que l'on pouvait faire dans les compléments alimentaires. Et donc, du coup, on a créé Konjac Paris début 2020, en plein Covid. Ça a été assez sportif. Mais comme on a lancé un business en ligne, et puis que finalement, cette pandémie a aussi apporté le fait que les gens sont de plus en plus concernés par leur santé, leur bien-être. Il y a beaucoup plus de Français qui sont intéressés par des médecines parallèles à la médecine traditionnelle, des choses beaucoup plus naturelles. Et c'est ce qui nous a permis donc de lancer ça début 2020, et d'abord avec un premier produit, et puis aujourd'hui avec une gamme de compléments alimentaires. Justement, qu'est-ce qu'on trouve? Vos produits sont forcément basés sur cette plante, où on trouve
plusieurs types de compléments alimentaires. C'est quoi la gamme? Alors, donc notre premier produit qui est la formule digestion et minceur, elle a vraiment toutes les propriétés du konjac, c'est-à-dire tout ce qui va être pour aider à la digestion, une meilleure digestion, une meilleure santé intestinale, également une action sur le cholestérol, la glycémie, absorber les graisses, les sucres, c'est 64% de fibres, donc ça aide au transit. Enfin voilà, toutes les propriétés en fait du konjac dans cette formule-là. Ensuite, on a une formule vitalité où là on va avoir un petit peu moins de konjac parce que c'est le bisglycinate de magnésium qui est mis en avant. Mais voilà, en fait, on essaye de garder à chaque fois cette plante-là parce qu'elle a tellement de propriétés qu'on peut en fait en faire beaucoup de dérivés. Alors j'ai vu sur votre site sans OGM, sans gluten, sans lactose, sans allergènes, sans arômes artificiels, sans colorants ni conservateurs. Mais alors il y a quoi dedans? Oui, que des bonnes choses. Que du bon, oui. Voilà, en fait, le konjac Paris, pourquoi? C'était parce que, comme je vous ai dit, moi, avec mon histoire personnelle, j'ai beaucoup recherché dans les compléments alimentaires parce que j'ai testé beaucoup de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le marché, il n'y avait pas vraiment de compléments alimentaires qui correspondaient à ce que je voulais et à mes valeurs. C'est-à-dire une traçabilité des ingrédients, une qualité des ingrédients, une efficacité, effectivement, pas d'OGM, des certifications véganes, toutes ces choses-là, en fait, regroupées, made in France, tout ça, je ne trouvais pas. Et c'est vraiment pour ça que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que les gens ont tendance à acheter des choses, mais voilà, ça reste flou sur plein de choses. On se laisse un petit peu embarquer par des phrases commerciales et tout ça. Et nous, vraiment, le cœur de Konjac Paris, c'est la transparence. Ouais. On veut vraiment... Parce qu'effectivement, c'est un marché, le marché des compléments alimentaires, c'est un marché qui est en plein essor. Oui. C'est même compliqué de choisir pour les consommateurs et d'éviter quand même aussi quelques arnaques. Exactement, oui, le marché du complément alimentaire en plein boom, on est à peu près 130 milliards de dollars dans le monde. La croissance en France, elle est de 4,5% par an depuis les dernières années. Et donc, il y en a beaucoup plus, mais ça veut dire qu'aussi, il y a beaucoup plus de poudre de perlimpinpin. Parce que voilà, dès que des... Mais alors, comment vous tenez cette promesse? C'est quoi? Vous avez étudié, vous avez certifié vos produits? Comment Exactement. En fait, on a d'abord fait un gros travail de recherche par rapport aux laboratoires avec lesquels on voulait travailler. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que, par exemple, pour la qualité des ingrédients, c'est vraiment le laboratoire qui va définir quel fournisseur il utilise. Et c'est là où, ensemble, on a défini toutes les caractéristiques qu'on voulait remplir. Et ensuite, on fait certifier nos compléments alimentaires par des agences nationales qui font des tests en laboratoire et qui nous permettent de nous dire votre complément est bien vegan, il est bien bio, etc. Ouais, dernier mot, il nous reste à peu près une minute. Vous travaillez aussi sur les emballages? Oui, exactement. Ça, c'est très important. On a un pilulier, comme vous voyez ici, un pilulier qui est unique et des sachets recyclables et réutilisables. Ça, c'était quelque chose que je voulais absolument parce qu'il y a trop de gaspillage avec les piluliers à usage unique. Merci beaucoup. Merci Kahina Mounier d'être venue présenter Konjac Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à toutes les équipes de Bismart ici en régie ou à la rédaction de m'accompagner toutes les semaines pour préparer et réaliser Smart Impact. À très vite. Salut.